Bon, 22 janvier, Paris City. Paris est-il favori, mes amis? Guardiola. Non, c'est dans un mois, Olivier. Paris est-il favori? C'est dans un mois. Le City est-il favori? Réponse? C'est dans un mois aussi. On peut rien savoir. Ben, pour moi, non. Dans un mois, il peut s'en passer des choses. Et des belles choses pour Ils City. sont quand même dans le dur de chez eux. Oui, ils sont dans le dur. 7e défaite en 10 matchs. Là, il n'y a pas de répit. C'est-à-dire que eux, des clubs français me se dire on va se reposer, se refaire. Là, eux, ils vont enchaîner. Noël, ils vont continuer. Puis bien là, sûr. ils vont le 22 janvier. Il y a L'United dimanche, déjà. United n'est pas non plus en très grande forme. C'est incroyable de voir cette équipe qui a surdominé pendant 4 ans la Première Ligue, qui était en Ligue des Champions finale, vainqueur, etc. Tout à coup, avoir ce coup d'arrêt. Tu ne trouves pas que, toi qui es au fait de tout ça, je trouve que le gardien, il a complètement changé. Parce qu'il était... C'est ce qu'il nous disait d'ailleurs, Jo. Non, mais c'est maintenant, continue. Non, moi je suis d'accord sur ça, mais pas ce soir. Moi, sur le but de la tête. Sur le but de la tête, il n'est pas. Oui, non, mais quand dans son intervention, elle n'est pas correcte. 2000 à l'heure, c'est lui tape là, il ne peut pas réagir. Après, il peut pas réagir. Le gardien a souvent bon dos. Il a fait des erreurs. Mais enfin bon, il n'y a pas que le gardien, quoi. Ah non, mais il a eu des. Même dans ce match-là, il a eu des prises de balles, mais à mon avis incohérentes. Ça lui fuit les mains. Il n'y a plus ce placement qu'il avait, cette force qu'il avait. Il dégage plus de force, ce gardien. C'est terrible. Non, sur le jeu de City, qui nous a émerveillé, ce contrôle, en fait, qu'enchaînait victoire sur victoire. Parfois, il y avait un match nul, qu'est-ce qui se passe? Mais là, c'est comme 7 défaites dans les gencives sur les 10 derniers matchs. Avec puis des équipes, il y a des équipes de seconde zone là-dedans. Même la Juve, Grande Europe, moi je veux bien, mais enfin. Non, mais c'est la Juve de Thiago Motta, pour l'instant, elle est encore en. Oui, en gestation. Voilà, exactement. En gestation. Mais qu'est-ce qui va plus là dans ce jeu de City? Il se procure toujours des occasions quand même. Il y a toujours, on va dire, cette philosophie, de la possession, des choses, machin. Qu'est-ce qui va plus? Déjà, ils prennent beaucoup de buts. Ils prennent beaucoup de buts. Donc je pense qu'il y a un problème d'équilibre d'équipe. L'équilibre de City, c'était Rodri. C'était lui le métronome de cette équipe. Donc là, c'est le ballon d'or que tout le monde critique. Exactement. Il y en a plein qui critiquaient. Après, ils avaient le deuxième boss de l'équipe, c'est De Bruyne, qui revient de blessure, mais qui est l'ombre pour l'instant du. Et qui a peut-être la tête ailleurs aussi, qui réfléchit à son avenir. Et après, quand tu domines autant l'Europe et le foot, il faut aussi savoir se renouveler. C'est ce que disait, c'est un autre sport, mais Hugo Mola récemment dans l'équipe, le coach du Stade Toulousain, qui gagne beaucoup en ce moment, qui vient de décrocher le doublé. Et parvenir à remotiver ses joueurs. Non, tu trouves pas qu'il a renouvelé là? Non, mais lui, il dit que c'est le plus dur. Il dit que c'est le plus dur. Sur les côtés, que moi je trouve pour le moment qu'il ne réalise pas un grand début de saison. Non, mais il y a des joueurs qui fatiguent, qui piochent aussi. De Bruyne, t'as pas De Bruyne, t'as pas Rodri, t'as pas de gardien. T'as Haaland qui marque un peu moins de buts, t'as une défense. Sont moins bien. Mais Bernardo Silva, il est moins bien aussi. Mais lui, il était prépondérant dans le jeu aussi, de City, Bernardo Silva. C'était lui le meilleur, Bernardo Silva. Là, je le trouve moins actif. Il disparaît complet. Il a arrêté de se réfugier derrière cette excuse aussi. Il a arrêté ça, Guardiola. Mais il y a un moment, il a parlé de l'infirmerie, bien pleine. Il fallait même pousser les murs pour faire rentrer tout le monde. Et c'est vrai qu'il y avait une liste de blessures, de blessés hallucinants. Bon, ça va un peu mieux, mais bon. Non, mais l'air de rien, le jeu sur les côtés était important dans son système. Et moi, je trouve que ça passe pas tant que ça. Savigno, c'est ça, et Nunes. Ouais. Je trouve pas que ce soit, pour le moment, des joueurs. Doku dribble toujours aussi bien, mais. Tu vois, quand ça marchait, Grealish, dans la dernière passe, c'est pas ça. À l'époque, tu avais Mahrez. T'avais Foden qui était en pleine bourre. Transparent, qui lui peut-être que c'est aussi l'accumulation. Syndrome Mbappé, l'accumulation. Ou Phil Foden, il est transparent. Ou Bellingham, qui a aussi souffert après. Mais moi, tu m'enlèves pas le fait. Après l'Euro. Sans Rodri, c'est pas la même équipe. Bien sûr. C'est Rodri, c'est à la fois un joueur qui est important dans le développement du jeu. C'est tellement vrai ce que tu dis, que quand Guardiola arrive, ce qu'on oublie, il arrive en Angleterre, il est 2 ans sans gagner. C'est-à-dire que c'est la première fois de sa carrière qu'il ne gagnait pas. Et Rodri arrive, pas la première année, je crois qu'il arrive, si je ne me trompe pas, la deuxième année de Guardiola. 23 buts encaissés sur les 10 derniers matchs. Série noire, donc il se poursuit pour. Il ne marque pas tant que ça. Non plus. Parce que tu parles de créer d'occasion. J'ai vu certains matchs où il ne s'en crée pas tant que ça en plus. Donc tu en prends beaucoup et tu ne crées même pas d'occasion pour éventuellement marquer. Et puis l'autre phénomène aussi, là c'est Guardiola lui-même, c'est que voilà un coach qui vient de prolonger. Il ne sait gérer que la victoire. Là, il est confronté pour la première fois de sa carrière à cet événement-là. Et ce qui expliquait tous les grands coachs qu'on a eu la chance d'échanger dans notre vie, c'est ce que disait Arsène Wenger. Il disait
Un grand coach, c'est celui qui ne perd pas le 3e match. Il perd 2 fois, mais il ne perdra jamais 3 matchs de suite. Et Guardiola, il est dans ce cycle-là, et ça doit demander sans doute d'autres ressorts que ceux qu'il est habitué à actionner. Pardon, mais quand Guillaume nous a dit, c'est vrai que la partie, c'est le 22 janvier, il peut se passer beaucoup de choses, vous avez dit, bah ouais, mais il y a le Boxing Day, il y a en fait cette machine à laver qui sort en général pas mal d'équipes anglaises. Là, vous êtes... pas très confiant en tout cas pour les supporters. On parle quand même beaucoup de City, on parle pas beaucoup de Paris pour l'instant. Oui, mais, mais ce soir c'est City, mais après on ira voir Paris. Non, mais alors, ça peut être une chance aussi d'enchaîner les matchs comme ça, parce que ça peut leur permettre de se régénérer. Mais ça peut être aussi la lessiveuse complète, quoi. Parce qu'après, tu as toujours, de toute façon, dans une saison, un moment négatif. Là, ils sont en train de le vivre. Donc ça peut être aussi inquiétant pour le PSG City. Parce que tu vas pas, c'est pas possible, à mon avis, que City continue pendant un mois, en plus à l'enchaînement des matchs, comme tu viens de dire, de perdre encore. À un moment donné, ça doit repartir. Dans les saisons de Guardiola, il y avait souvent avant toujours Noël un trou, un creux. Oui, enfin, pas de cette nature-là, mais 2-3. Et souvent, il y avait quelques défaites. Et en général, à partir de janvier, terminé. C'est ça. C'est pour ça ils étaient capables d'enchaîner. Si ça repart, c'est plus dangereux pour Paris. Et puis leur saison en championnat est quasiment morte. Bah, ils ont perdu le titre, oui. Là, perdu le titre. Donc peut-être une concentration maximale sur la Ligue des Champions. Vous allez vite, il reste encore 20 matchs. On profite les autres aussi peuvent avoir des creux. Liverpool, c'est pas dit qu'ils vont marcher comme ça jusqu'à la fin de la saison. Non, surtout qu'ils ont un football très énergique. Intense, quoi. Profitons de la présence du journaliste du Parisien, Romain Courez, pour prendre le pouls de l'adversaire de City, c'est le Paris Saint-Germain, donc il s'est refait la cerise. Les docteurs du PSG. Face à bah oui, c'est notre. Ça va ? Tout va bien ? Tout va bien. C'est refait la cerise. Respire, on va dire 3-0 en Ligue des Champions. Oui, c'est parfait la cerise. En coulisses, là, comment on a vécu cette victoire, on va dire large, la première de cette saison du côté du Paris Saint-Germain, Benjamin? Des échos qu'on a eus, ça a été un soulagement. D'ailleurs, on l'a vu après le match. Alors, j'avais pas la chance d'être en Autriche, mais j'ai pu appeler pas mal de collègues et voir quelques images. Stéphane. Tout à fait, Stéphane notamment, qui était là-bas. Et c'est vraiment le sentiment général de tous les consultants, les correspondants qui étaient sur place, qui nous disaient qu'il y avait un sentiment de soulagement. Nasser Al-Khelaifi est venu parler en zone mixte après le match pour bien montrer que... faire passer le message que tout allait bien. Il paraît que c'était prévu qu'il passe même en cas de défaite. Oui, mais il fallait faire passer les messages et puis c'était plus facile de le faire après une victoire. Il est resté un peu plus longtemps avec le sourire. Enfin voilà, on sentait qu'il avait ce besoin. Luis Campos est venu nous saluer les journalistes aussi après, avant de monter dans le bus. Alors Benjamin, ça n'a pas duré très longtemps. Non mais Benjamin, Luis Campos, il vient assez souvent comme ça, en visite de courtoisie, saluer nos confrères journalistes. Excusez-moi parce que vous êtes en train de parler et il y a Stéphane Guy qui est en train de faire son courrier numérique. Attention Stéphane, là on est sur le Paris Saint-Germain, ça ne plaisante pas. Benjamin, oui. Luis Campos qui rend visite comme ça en zone d'interview, là on appelle ça la zone mixte, c'est du jargon, c'est les visites de courtoisie habituelles ou Je remets dans le contexte. Alors le passage s'est fait avant d'entrer dans le bus, il passe systématiquement joueur, dirigeant en zone mixte puisque ça donne c'est l'accès pour aller au quart. Bon. Là, il s'avère qu'hier, la zone mixte avait lieu en bout enfin, au niveau de l'accès au quart, donc il était impératif de passer par là. Ouais. Et disons qu'il y avait une ambiance assez sympathique. Même le directeur de la communication s'est arrêté pour discuter. Tout le monde avait envie de parler apparemment hier et d'échanger avec les journalistes. Il s'avère que Luis Campos l'a fait également. Petit serrage de main, un petit échange de 1, 2, 3 minutes de ce qu'on m'a raconté. Pas d'informations exclusives à vous apporter avec cet échange-là, mais je pense qu'il y a un besoin de la part de chacun, après ce qui s'est passé ces derniers matchs, il y a eu 3-4 matchs, on a vu une séquence un peu plus négative, avec des courants de pensée à droite, à gauche, chacun tirait un peu dans son sens, voulait tirer la couverture de son côté, un peu se dédouaner aussi de la mauvaise passe, et je pense que, ayant vu Nasser Al-Khelaifi s'exprimer en public, ayant vu son coach, Luis Enrique, parler aussi, il y a aussi cette volonté de sa part, peut-être de ne pas se disparaître de la lumière, alors que lui se considère acteur de la qualité parisienne. Benjamin, information l'équipe, le torchon, on va dire, brûlait, je ne sais pas quel terme faut employer, mais en tout cas, un lien commençait à être un peu distendu entre Luis Enrique et Luis Campos. C'est information écrite ce week-end par José Barroso. Est-ce que vous avez les mêmes retours des écoles et comment vous qualifierez cette relation-là actuelle ? Elle est un peu particulière parce qu'il ne faut pas oublier que Luis Enrique a prolongé son contrat fin septembre avec le Paris Saint-Germain, ce qui n'est pas encore le cas de Luis Campos. Luis Campos qui n'a donc pas eu le précieux sésame et qui, je ne vais pas dire a fait preuve de jalousie parce que ce n'est pas le cas, mais peut-être qu'à un moment donné, a senti que Luis Enrique prenait un peu plus de vigueur en interne. C'est un petit cas le ressenti de pas champ mal d'influence entre l'entraîneur et une Campos qui n'est pas salarié. Campos qui est conseiller externe, mais parce qu'effectivement, il fait facturer à son facture, entreprise, voilà, exactement. Ce qu'il faisait à Lille déjà. Exactement, à Monaco aussi. À Monaco, voilà.
Il a toujours fait ça. Donc, il a vécu quelque chose, il s'est un peu inquiété. Au campus, pas que Luis Campos. Au campus, il a été observé depuis la prolongation de contrat que Luis Enrique prenait peut-être un peu avec plus de vigueur, se sentait peut-être un peu, pas tout puissant, mais en tout cas un pouvoir accru, ce qui n'était pas le cas de Luis Campos, qui n'avait toujours pas prolongé. Donc lui a peut-être pu le vivre, et là je parle à sa place, peut-être a pu le vivre de façon un peu embêtante. C'est quelqu'un qui a quand même de l'ego, qui encore une fois, je disais, est acteur de l'actualité parisienne, prépare le mercato à venir. Et on avait pu observer déjà l'été dernier qu'il y avait eu des désaccords sur les besoins mercato. Avant-centre, pas avant-centre. Luis Campos avait soumis l'idée d'un recrutement au poste de latéral droit. Ça a été retoqué par Luis Enrique, qui a préféré conserver le jeune Yoran Zagué en concurrence d'Achraf Hakimi. Mais il n'y a pas l'avant-centre. Effectivement, ça a été un sujet qui a fait débat et sur lequel ils ont fini par se mettre d'accord. Mais Luis Campos avait envisagé le recrutement d'un avant-centre. Il avait avancé sur deux profils qui ont été retoqués par Osimhen et Gyökeres l'été dernier, qui était une piste étudiée par Luis Campos. Luis Enrique n'en voulait pas. Évidemment, ces sujets-là sont revenus sur la table ces 3 dernières semaines, puisque, encore une fois, Luis Campos travaille sur le mercato, a observé des manques, a soumis des idées à Luis Enrique. Et peut-être qu'à ce moment-là, il y a eu aussi des désaccords qui se sont répétés, parce que Luis Enrique répète encore une fois depuis ces derniers jours qu'il ne veut pas d'avant-centre, ce qui n'est pas forcément la lecture de Luis Campos. C'est bien que l'entraîneur tranche. Oui, non, mais encore une fois, ça peut aussi expliquer la volonté de la part du directeur sportif ou conseiller sportif, qui sont conseillers football. Il y a surtout que c'est un conseiller sportif qui a un ego particulier. Oui, c'est ce que je dis, qui aime être au cœur du réacteur, qui aime qu'on sache que son travail est porteur et visible. Juste, en janvier, mercato, choses comme ça, tout ça. Moi, j'ai l'impression, et vous allez confirmer ou pas, me dire si je me trompe, une nouvelle fois, pas très grave, le temps de jeu de Randal Kolo Muani, je me dis que le club du Paris Saint-Germain se dise, là, le mois de janvier arrive, il joue, on l'humilie un peu, mais en tout cas, sans l'humilier, on lui dit, finalement, ton avenir, il n'est pas là. Est-ce qu'en fait, toute cette stratégie-là, c'est pour tenter de vendre Kolo Muani ou de le prêter en janvier pour acheter un renfort offensif? Est-ce que c'est, on va dire, un peu la stratégie déguisée, cachée du Paris Saint-Germain? C'est possible parce que le message diffusé en interne aujourd'hui est qu'il n'y aura pas de recrue sans départ. Et aujourd'hui, il y a 2 joueurs sur lesquels dont il pourrait se séparer, c'est Milan Skriniar et Randal Kolo Muani. On a bien vu que Randal Kolo Muani était blacklisté, Tricard, il ne rentrait pas dans les plans de Luis Enrique, il ne s'en cache pas. Il lui a donné sa chance l'année dernière. On se rappelle qu'il a fait, je crois, les 6 premiers matchs de phase de poule comme titulaire. Ça c'est pas rentré dans les clous. Il ne correspond pas à ce qu'il attend. Depuis que Gonzalo Ramos est revenu, c'est lui le numéro 9. Il est clair que s'il y a une opportunité pour Randal Kolo Muani cet hiver et que le PSG s'y retrouve, il sera amené à partir. Oui, allez-y. Non, mais la phrase est là. Si le PSG s'y retrouve, vu les salaires que pratique le Paris Saint-Germain, ces joueurs-là, ils sont insortables. C'est chaque problématique de tous les mercatos. Si ils sont sortables, si Paris prend en charge le salaire. Oui, voilà. Toujours pareil. Si la logique, c'est de dire il faut qu'il y ait un départ pour qu'on recrute, ça veut dire qu'ils ne sont pas prêts à payer pour que quelqu'un parte. Ou alors ça n'a pas de sens. Mais il va trouver. Si jamais tout le monde s'entend, Kolo Muani va trouver. Moi, je suis un club allemand aujourd'hui de bon niveau. Je prends Kolo Muani les yeux fermés. Tu ne payes pas le salaire de Kolo Muani à Paris. Mais si, on connaît tous les salaires. Ils sont surpayés à Paris. Donc ce sera une problématique, évidemment.